Bienvenue dans le premier volet de la semaine de la communication engagée organisée par Stratégie. Pendant 4 jours, nous allons interroger des acteurs et des experts de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, avec un intitulé commun, RSE, le temps des preuves. En effet, en matière de responsabilité des entreprises, nous sommes au-delà de l'affichage ou des belles paroles. Nous vivons l'urgence climatique, les revendications pour l'égalité, la montée en puissance des consommateurs. En France, il y a eu le vote de la loi Pacte en 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises, qui les incite à définir leur raison d'être ou à se déclarer entreprise à mission. Il y a eu également l'épisode de la Convention citoyenne sur le climat et la discussion actuelle de la loi climat et résilience. Et bien sûr, nous traversons une crise sanitaire mondiale qui oblige tout le monde au niveau individuel et collectif à se poser la question du sens de son action. Alors, le monde de la communication et des médias est évidemment en première ligne sur ces sujets. C'est de cela que l'on va parler jusqu'à jeudi, avec un temps fort mercredi, le Grand Prix de la communication d'engagement. Je vous présente nos invités de ce matin. Donc, tout de suite, nous allons avoir une discussion avec Sandrine Sommer, directrice du développement durable de Moët Hennessy, la branche vin et spiritueux du groupe LVMH, qui va nous parler spécifiquement des actions de la marque de cognac Hennessy. Ensuite, nous aurons une discussion entre Gilda Bonnel, président de l'agence CIDIES et président de la commission RSE de l'ACC, avec Sylvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Publicité et présidente du syndicat des régies Internet. Enfin, Gilda Bonnel restera avec nous pour échanger avec Charlotte Lebuan, directrice marketing France de Henkel Beauty Care, et Sabine Kenborg, responsable RSE du groupe Team Créatif. Alors, je vous invite à poser des questions dans le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Et n'hésitez pas, voilà, il nous reste du temps, nous prendrons le temps de quelques questions du public. Donc, le thème de ce matin, c'est comment rendre sa marque vraiment responsable. Nous avons donc souhaité inviter la représentante d'une grande marque pour raconter la démarche de transformation et de progrès, puisque ça se fait forcément par étapes. Donc, ça va être à vous, Sandrine Sommer. Vous êtes Chief Sustainability Officer ou, en bon français, directrice du développement durable de Moët Hennessy. Et vous intervenez ce matin en tant que directrice développement durable déléguée de la marque de cognac Hennessy. Vous êtes arrivée en avril 2020. Peu après le nouveau président d'Hennessy, Laurent Boileau, vous veniez tous les deux de Guerlain, déjà dans le groupe LVMH, où vous avez mis en place toute une série de mesures en matière de traçabilité, de protection de la biodiversité, de réduction des packaging. Alors, de la beauté au spiritueux, eh bien, rappelez-nous déjà en quelques mots la carte d'identité d'Hennessy. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, d'abord quelques mots sur la maison Hennessy. La maison Hennessy a été créée en 1765 par Richard Hennessy, qui était d'origine irlandaise et qui est donc venu s'installer en Charente pour produire et exporter des cognacs d'exception. C'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui et nous exportons à plus de 99% dans le monde entier. Ça c'est important parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, effectivement, peut-être que le cognac est un peu moins connu en France. Il représente à aujourd'hui quand même 80 000 hectares de vignobles en Charente. Et en fait, on a donc un principe de distillation de vin dans des alambics charentais. Donc, aujourd'hui, on est la première maison de cognac et de spiritueux premium dans le monde. Nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de la qualité de nos produits. Et nous sommes très fiers également de notre engagement, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et peut-être juste pour commencer, cet engagement n'est pas nouveau puisque nous étions la première maison il y a plus de 20 ans à être certifiée ISO 14001. D'accord. Alors, quelles sont les problématiques en termes de développement durable chez Hennessy? Vous avez commencé à parler de l'export, donc on imagine qu'il y a une partie transport, mais c'est quoi les différents points à prendre en compte? Alors, on a décidé en fait de structurer la démarche d'Hennessy autour de 3 grands piliers. En fait, un premier pilier qu'on a appelé viticulture et sol vivant, qui vraiment
enfin, on est sur l'amont, le sourcing. On a un deuxième pilier qui est ce qu'on a appelé la production et le climat. Donc là, c'est un peu toute la chaîne de valeur et les émissions carbone de toute cette chaîne de valeur. Et le troisième pilier qu'on a appelé société et engagement. Et donc là, c'est plus la dimension sociale et sociétale de notre stratégie développement durable. D'accord, alors on va commencer par viticulture et sol vivant. Là, on pense bonne pratique agricole, par exemple. Tout à fait. On prend ce bonne pratique agricole. Donc, en fait, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ce sujet, vous imaginez bien, et notamment avec des certifications environnementales donc, qui existent, HVE, CEC, particulières à cette région. Et en fait, alors, Annecy, nous avons un petit vignoble. Donc, tout l'enjeu, c'est de travailler avec nos partenaires. On a plus de 1600 partenaires viticulteurs sur la région avec lesquels nous travaillons. Et donc, encore une fois, tout l'enjeu est d'évangéliser et donc d'aller vers des pratiques viticoles de plus en plus vertueuses. À nouveau, hein, c'est que tout le monde a ces sujets bien en tête. Donc, c'est important aussi qu'une grande maison comme la nôtre expérimente, bien sûr, sur son propre vignoble pour aller encore plus loin avec nos partenaires. Alors, il y a un sujet sur lequel je voudrais insister, ce sont les sols. Voilà. Les sols, c'est très, très important et on sait aujourd'hui que c'est un problème international. Il faut régénérer les sols. Et pour régénérer les sols, pour améliorer la qualité et la fertilité des sols, nous avons choisi depuis de nombreuses années de promouvoir la biodiversité. Et donc, ça veut dire de remettre des haies quand c'est possible, de parler de couverts végétal, etc. Et notamment, on a un sujet de prédilection chez Annecy qui est la régénération de forêts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a lancé cette année justement un projet d'agroforesterie à nouveau pour remettre en place des haies, des arbustes, des arbres au sein de notre propre vignoble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a initié, qui a démarré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et qu'on a très envie de travailler avec nos viticulteurs partenaires. Et puis, il y a un sujet aussi de recréer de la biodiversité. Et donc là, on a créé un îlot de biodiversité, ce qu'on appelle aussi des micro-forêts à Cognac, vraiment localement, là où nous sommes implantés. Et on a très envie de faire encore plus et donc d'aller régénérer des forêts partout dans le monde avec un partenaire qui s'appelle Reforest Action. Voilà, parce que effectivement, le cognac, c'est du raisin, mais on n'imagine pas que voilà, ça a des implications aussi en termes de biodiversité globale. Et donc, on peut faire de la viticulture et être aussi engagé dans la reforestation. Donc, si on avance sur les différents points donc, sur lesquels vous devez travailler, donc il y avait l'aspect production et climat. Donc là, on pense plutôt aux émissions carbone. Tout à fait. Et donc, la première chose à faire, c'est de mesurer notre empreinte carbone, mesurer notre bilan carbone. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons remis à jour d'ailleurs dès 2019. Et donc, l'idée, c'est d'agir évidemment sur toutes nos émissions carbone, mais principalement sur les 3 grands postes à aujourd'hui de notre bilan carbone, qui sont l'énergie, qui sont le transport, parce que je vous disais qu'on a la chance d'exporter nos produits partout dans le monde, mais bien sûr, il faut le faire de la manière la plus vertueuse possible, et le packaging également. Alors, si je commence par l'énergie, en fait, voilà, on a tous la même problématique de diminuer nos consommations d'énergie et je dois dire que ça a été vraiment remarquablement bien géré. Je peux d'autant plus le dire que moi, je suis arrivée que depuis 1 an, mais ça fait de nombreuses années en fait que toutes les équipes sont mobilisées pour réduire les consommations énergétiques. Et donc, même si depuis 10 ans, on a énormément augmenté, on a la chance d'augmenter nos volumes de production, les consommations d'énergie sont restées stables. Donc ça, c'est déjà une grande prouesse. Et puis, l'idée, c'est d'aller plus loin. Et notamment, la distillation, je vous le disais, hein, en fait, notre process utilise la distillation. Et donc, ça, c'est très consommateur d'énergie. Et donc, là aussi, nos équipes de distillation travaillaient sur ces sujets depuis de nombreuses années pour petit à petit améliorer les consommations, diminuer les consommations énergétiques. Et dernièrement, en fait, on est passé du gaz au biogaz. Donc, en fait, on utilise une énergie renouvelable pour nos unités de distillation. Et l'idée, comme je vous le disais, avec nos partenaires sur la viticulture, l'idée aussi, c'est qu'on a des partenaires qui distillent pour nous. Et là aussi, c'est d'évangéliser, d'aider, d'accompagner nos partenaires à aller sur des énergies renouvelables.
Là, je vois qu'il y a une question effectivement qui demande comment on mesure son empreinte carbone sans rentrer dans le détail. Peut-être vous pouvez juste dire avec quel partenaire vous avez travaillé pour faire l'analyse de cycle de vie. Alors, le bilan carbone, en fait, on a travaillé avec un partenaire local et on travaille aussi plus globalement avec EcoAct qui nous accompagne sur les émissions carbone au global. Et effectivement, alors, je peux peut-être donner un chiffre. Après, voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant. Donc, on est à hauteur de 350 000 tonnes d'émissions carbone en 2019. Et donc, à nouveau, l'idée, c'est de se dire, voilà, ça, c'est de là où on part. En tout cas, ça va devenir notre référentiel et de pouvoir dessiner notre trajectoire carbone pour réduire nos émissions carbone. On s'engage bien à réduire nos émissions carbone. Hein. Donc, à travers nos consommations énergétiques, je viens d'en parler, à travers, alors je vais peut-être parler du packaging en deuxième. Oui, voilà, le packaging, on imagine les coffrets de fin d'année qui sont très gourmands en matière, en verre et en carton et en plastique et autres. Voilà, donc c'est un sujet que je connais bien puisque je le travaillais déjà dans ma précédente entreprise. Effectivement, dans le domaine du luxe, c'est plus compliqué de travailler sur le packaging parce qu'on a l'habitude d'avoir des packagings assez imposants, avec des verres assez lourds, etc. Donc là, c'est vraiment un sujet aussi qui a été vraiment pris en compte. Donc déjà, on mesure aussi également l'empreinte environnementale de nos packaging sur tous nos nouveaux développements. Et donc là, l'idée, c'est de diminuer la taille des coffrets et d'utiliser davantage de matériaux, bien sûr, recyclables. Ça, c'est pour les coffrets. Donc, il y a vraiment un sujet qui est en cours. Et puis, un sujet qui est en cours aussi sur nos carafes et nos bouteilles en verre. Le verre, c'est un matériau fantastique. Moi, je suis la première à toujours le mettre en avant parce que d'abord, il est recyclable à l'infini. Et puis, c'est un matériau qui est inerte. Donc, en termes de santé et sécurité pour les consommateurs, c'est très important. Et puis, c'est un matériau très luxe. Mais c'est vrai qu'il est émissif. Enfin, au niveau de la production, c'est très, très gourmand en énergie. C'est gourmand en énergie, voilà. Et puis, c'est plus ou moins lourd. Donc, c'est aussi gourmand en termes de transport après jusqu'à la fin de vie du produit. Donc là aussi, on a vraiment lancé un certain nombre de chantiers en interne pour travailler avec nos verriers, pour diminuer nos poids de verre, pour peut-être encore ajouter davantage de verre recyclés dans nos verres, dans nos bouteilles en verre et nos carafes. Et puis aussi s'assurer que jusqu'au bout, donc jusqu'à la fin de vie du produit, on puisse bien collecter et recycler le verre comme il se doit. D'accord. Et donc, vous aviez parlé, le troisième poste, c'est le transport. Et là, vous m'avez parlé de projet de faire des livraisons en voilier. Ça fait rêver. Alors, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, donc, on exporte à plus de 99% et on a deux zones prioritaires dans nos exportations qui sont les USA et la Chine et l'Asie plus globalement. Donc, évidemment, sur ces pays très lointains, on se doit de transporter nos produits de manière la plus vertueuse possible. Donc, là aussi, depuis de nombreuses années, le transport maritime est largement favorisé et pour éviter le plus possible le transport aérien qui est bien plus polluant, vous pouvez bien l'imaginer. Donc, on transporte en bateau à plus de 99%. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on s'impose et toutes les équipes sont mobilisées sur ce sujet. Et l'idée est effectivement d'aller encore un cran plus loin, et notamment avec la société Neoline, qui est une société qui va construire d'ici peu son premier cargo à voile. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de s'engager avec Neoline pour, dès 2023, pouvoir envoyer une partie de nos produits depuis Saint-Nazaire jusqu'à New York, et ce, grâce au vent. D'accord. Donc ça, c'est pas anecdotique, c'est un vrai projet et ça aura un vrai impact sur vos émissions. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, l'idée de toute façon, enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de communication, mais c'est vraiment d'avoir des actions très concrètes, très mesurées. Enfin, c'est vraiment notre principe de fonctionnement et ce depuis de nombreuses années. D'accord. Et ensuite, donc, dans les différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés, il y a aussi l'aspect, vous disiez société engagement, parce que bon, le développement durable, c'est pas que l'écologie, hein, on parle beaucoup de ça ce matin, mais juste en quelques mots, si vous pouvez parler de vos actions aussi sur les thèmes de société.
Alors, en fait, on a donc plusieurs thèmes. D'abord, nos people, enfin nos équipes chez NC. Donc ça, c'est très important. Et donc, évidemment, on fait tout ce qui est en notre possible pour favoriser le bien-être. La santé et la sécurité sont aussi des thèmes très importants pour nous. On manipule de l'alcool sur nos sites. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir aussi tous les aspects santé-sécurité. Là aussi, depuis de nombreuses années, les équipes font un travail formidable. On a aussi tous les sujets autour de l'inclusion, la diversité. Pour n'en citer qu'un, en fait, on a un vrai sujet autour du handicap. Donc, comment recruter des personnes en situation de handicap au sein d'ENSI et comment travailler avec le secteur protégé. Notamment, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec un ESAT. Comment aussi on implique nos collaborateurs sur ces sujets-là, donc au travers de mécénat de compétences, etc. Donc, il y a beaucoup de thématiques autour de ce qu'on appelle plutôt les sujets sociaux, les sujets en interne pour nos équipes. Et puis après, plus largement, comme vous le disiez, pour la société au sens large, localement, évidemment, puisqu'on est très présent sur Cognac et la région, on accompagne un certain nombre d'associations. Dernièrement, on a aidé, notamment, on a accompagné le Secours populaire, les Restos du Cœur. Vous savez qu'avec le Covid, il y a aussi bien sûr les associations qui avaient encore plus besoin que de nous. Et un projet aussi que je trouve formidable qui est mené aux États-Unis, qui s'appelle Unfinished Business. Et en fait, là, l'idée était d'accompagner, de supporter des petits entrepreneurs, des petites entreprises issues des minorités, donc que ce soit les Afro-Américains, que ce soit les Hispaniques ou les Asiatiques. Donc, on a travaillé avec 3 associations qui représentent ces minorités. Donc, comment aider les entrepreneurs pour aussi pouvoir supporter évidemment le Covid et le baisse de business pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. En 2 mots. Voilà, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que, voilà, effectivement, on sait que le cognac est très consommé par les Afro-Américains, et donc c'est intéressant de soutenir des entreprises dans ce domaine-là. Donc là, si on parle de communication, le secteur du luxe, lui, est plutôt habitué à être dans la discrétion, ou alors à parler de choses très générales comme le terroir, le savoir-faire, et pas forcément d'en rentrer dans le détail de sa production. Donc, est-ce que maintenant, il y a une attente de transparence de la part du secteur du luxe et notamment des spiritueux de la part des consommateurs? Alors oui, tout à fait. Je crois que c'était une attente globale et aussi pour le secteur du luxe et aussi pour le secteur des spiritueux. D'ailleurs, on travaille, alors je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup aujourd'hui parce que ce n'est pas encore lancé, mais on travaille vraiment sur justement une plateforme digitale de transparence pour pouvoir apporter encore plus d'informations auprès de nos clients sur les coulisses. En fait, avant qu'il achète son produit, on trouve que c'est très important de bien lui décrire toutes les étapes, de bien lui rappeler tout l'écosystème en fait et tous les partenaires qui sont engagés dans la fabrication d'un cognac. En fait, c'est un produit qui est fantastique, qui est fabriqué avec énormément de personnes. Voilà, donc ça, on trouve que c'est important. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, pour vous montrer. Et après, pour revenir sur votre sujet, bien sûr qu'il faut qu'on communique. Pendant longtemps, on a fait beaucoup de choses sans le dire. En fait, on trouvait que c'était normal de le faire et on ne le disait pas. On a vraiment envie de le faire savoir davantage. À nouveau, en plus, ça fait de nombreuses années, on a vraiment des initiatives concrètes à raconter et on a aussi des ambitions qu'on s'est fixées et sur lesquelles on est très clair. Donc, on va le faire savoir davantage, bien sûr, de manière toujours très authentique. Je pense que sur ce sujet-là, c'est vraiment important de toujours garder le bon ton. Et d'ailleurs, je crois qu'il est dans la table ronde juste après, mais on travaille beaucoup avec Sidiez et avec Gilda Bonnel qui nous accompagne justement sur comment communiquer davantage pour NC autour de ces sujets-là. Et puis en plus, comme vous le soulignez au démarrage, on a un nouveau président, Laurent Boileau, qui est convaincu depuis de nombreuses années que tous ces sujets font partie de la stratégie d'entreprise et qu'il est important de faire connaître notre démarche auprès des clients. Donc, on va accélérer sur les dimensions de la communication.
Oui, je crois que c'est vraiment un point clé de cette semaine et de cette conférence en particulier, de dire que voilà, il faut que ça soit une stratégie d'entreprise. Hein, ça ne peut pas Bien être sûr. juste des actions rajoutées comme ça. Et j'ai vu passer une question pour savoir si vous étiez déclaré entreprise à mission. Je crois pouvoir dire que non. Par contre, vous avez une réflexion sur votre raison d'être, je crois. Tout à fait. Moi, j'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé sur la loi Pacte et les entreprises à Mhm, mission. Et effectivement, chez NC, nous avons travaillé depuis plusieurs mois et nous avons notre raison d'être. Alors, c'est un tout petit peu tôt pour la diffuser parce qu'on est en train de vraiment déjà de la diffuser en interne mhm. pour le moment, mais voilà, nous avons notre raison d'être et le Voilà. reste est à suivre. D'accord, bon, ça participe effectivement des actions à mener. Et juste parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre partenariat avec EcoAct, qu'on a invité aussi demain d'ailleurs, il viendra présenter son activité. Au niveau de vos objectifs carbone, est-ce que vous pouvez dire un peu plus précisément, il y avait une question aussi là-dessus, c'est quoi votre trajectoire carbone précisément? Alors, on a travaillé effectivement avec EcoAct. Pour le moment, on n'a pas encore diffusé cette communication parce que là, Mhm. elle est valable pour NC et elle est valable aussi pour l'activité Moët NC, l'activité donc vin et spiritueux d'LVMH. L'idée, c'est vraiment d'aller vers une trajectoire 1,5 degré sur les scopes 1, 2, 3. Donc, pour vulgariser, en fait, ça va nous amener à devoir réduire de moins 40 à moins 45% nos émissions carbone d'ici 2030 sur la base du référentiel 2019. C'est très ambitieux, mais j'ai envie de 2030, dire, c'est demain, oui. c'est demain, mais je crois qu'on n'a juste pas le choix, en fait. Mhm. Donc, voilà. Et évidemment, nous sommes convaincus que dans une entreprise, on a un pouvoir d'action et on a un devoir d'action. D'accord. Bon, mais très bien. Mais écoutez, j'ai juste vu passer aussi une petite question parce qu'on a parlé d'EcoAct sur le bilan carbone. Mais est-ce que pouvez avoir des partenaires sur un bilan social justement de vos actions? Est-ce qu'on peut calculer l'impact social de l'entreprise? Ah oui, et alors je vous avouerai que je suis toujours très preneuse. Moi, je pense que Mhm. on n'améliore que ce qu'on mesure, donc c'est hyper important Voilà. d'avoir toujours effectivement les bons indicateurs. Et c'est pas si facile que ça, pour être honnête, sur l'ensemble des sujets, pas si facile. Le CO2, pour le coup, ça y est, on y arrive. Oui. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels effectivement on a encore besoin d'être accompagné pour trouver les bons indicateurs et pour se fixer des objectifs ambitieux et chiffrés. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je pense que ça intéresse énormément et je pense que c'était un bon cas un peu d'école de montrer comment on évolue et comment on liste un peu tous les sujets et on agit à chaque niveau. Donc, merci beaucoup, Sandrine. Merci, Je pense que Pascal. votre intervention a été très suivie et a beaucoup intéressé. Donc, bah, très bonne journée. Et on Merci, merci. Bonne continue, journée à tous. restez avec nous en coulisses si vous souhaitez continuer à suivre le débat. On continue dans notre programme de ce matin autour des marques responsables. Donc, je vais accueillir maintenant Sylvia Tassantofola, la directrice générale de TF1 Publicité, la régie publicitaire du groupe TF1 et également présidente du SRI, le syndicat des régies Internet, en compagnie de Gilda Bonnel, donc le président de l'agence Sidiez. Bonjour. Vous avez fondé cette agence il y a 22 ans et elle compte une vingtaine de collaborateurs spécialisés dans le conseil en communication en matière de transition écologique. Vous êtes également président de la commission RSE de l'ACC, l'Association des agences conseil en communication, et vous accompagnez TF1 Pub dans sa démarche de responsabilité. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Sylvia, Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Gilda. Salut Sylvia. vous vous connaissez bien, vous commencez à bien travailler ensemble. Sylvia, je commence avec vous. Depuis quand TF1 Pub s'interroge sur sa responsabilité et comment est-ce que cela s'articule avec les actions du groupe TF1? Alors le groupe TF1 est engagé depuis de nombreuses années, depuis 15 ans, dans une politique RSE et qui inclut depuis 2016 la mesure carbone de ses activités. Et d'ailleurs, on a publié fin d'année dernière, entre
2016 et 2019, on a d'ores et déjà réduit de moins 29% nos émissions carbone. Et je vais y revenir, mais on a relancé au niveau du groupe TF1 et du groupe Bouygues un plan ambitieux d'ici à 2030. L'autre élément important avant de parler de publicité, c'est aussi notre fonction première, c'est la fonction de média. On doit faire le lien entre consommateurs et citoyens. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'en tant que groupe de médias, TF1 également depuis de nombreuses années porte éditorialement ces différents sujets. Et je vais demander à Romain de mettre à l'écran un peu notre écosystème pour bien rappeler. Non, c'est pas celle-là. Voilà, merci. Notre écosystème, donc déjà, il est à noter qu'il y a à peu près plus de 1000 JT, 1000 sujets sur le sujet, pardon, j'arrive plus. 1000 sujets dans les JT par an qui portent ces thématiques du climat et de la transition écologique. Également des chaînes comme Ushuaïa, qui depuis de nombreuses années portent également ces sujets. Et puis, depuis quelques années, nous avons également Unify, qui, au-delà de la dimension climat, travaille aussi sur tout ce qui est diversité et inclusion, que ce soit au travers d'Au Féminin au Manitol, mais également le mieux manger, la santé, avec Marmiton ou Doctissimo. Et Sandrine évoquait précédemment le travail sur la raison d'être. Nous, le groupe TF1, on a finalisé ces travaux il y a un an. Et donc, Gilles Pélisson a choisi comme raison d'être inspirer positivement la société. Et plus que jamais, dans cette situation de Covid, cette raison d'être va faire son sens dans les mois et les années à venir. Et en miroir, au niveau de la régie, par rapport à votre question, Pascal, là encore, depuis de nombreuses années, on mène des actions de sensibilisation auprès des annonceurs et des agences sur ces thèmes-là, que ce soit au niveau d'études, au niveau d'offres, bien sûr, on va y revenir, également au niveau, en faisant des événements, des interviews, etc. Mais bien évidemment, on a conscience qu'il faut encore accélérer et que 2021 va être une année absolument charnière. Alors, est-ce qu'il y a eu une accélération quelque part des prises de conscience et des actions avec la crise Covid? Alors, il y a évidemment la Covid, mais au-delà de la Covid, et je pense qu'on va en reparler avec Gilda, c'est la Convention citoyenne et le projet de loi climat et résilience. Mais avant peut-être de développer ces points-là, je tiens quand même à amener une note un peu positive, c'est-à-dire que la publicité n'a pas attendu la Convention citoyenne pour évoluer. Ça fait quand même quelques années déjà qu'on voit apparaître dans les différentes formes de publicité, que ce soit en télévision ou sur les autres médias, le Nutri-Score, des campagnes sur le bio, des campagnes évidemment sur tout ce qui est nouvelle mobilité et mobilité durable. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas un avant et après du matin. Maintenant, il y a des progrès évidemment à mener, mais on ne part pas de zéro. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Après, au niveau de TF1 Pub, cette convention citoyenne et ce projet de loi montrent bien effectivement qu'il y a un enjeu d'accélération. Pour autant, accélération ne veut pas dire précipitation. Et c'est vrai que pour nous, il est important de se mettre d'accord sur une feuille de route, sur des jalons, on va y revenir. Et l'autre point important, c'est l'enjeu de prise de hauteur. Quand vous être régie, votre premier enjeu, c'est évidemment de mener une politique commerciale, de faire un maximum de résultats. Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant par rapport à ces thèmes sur la transition écologique et le climat, de ne pas confondre finalement mener une politique commerciale associée à ces sujets dans une logique de développer des avantages compétitifs versus vraiment œuvrer et réfléchir et donner sens à une démarche de publicité durable et responsable. Donc, c'est un peu tout l'enjeu quand vous êtes vraiment dans une position très business, comment on arrive à bien concilier les deux. Et sinon, TF1 Pub, donc dans le cadre du Climat Day de Bouygues qui a eu lieu en décembre 2020, on s'est engagé, comme au niveau du groupe TF1, à réduire de 30% de nouveau d'ici à 2030 nos émissions carbone. Et au niveau de la régie, bien sûr, travailler des offres, des accompagnements auprès de nos clients pour les aider à porter leur engagement, leur message. Et on a décidé, donc ce n'est pas une surprise puisque vous le voyez apparaître dans votre écran, nous avons décidé de nous faire accompagner donc, par CIDIES pour nous aider vraiment à prendre du recul par rapport à ce sujet et notamment par rapport à ce point de vigilance sur les équilibres entre politique commerciale et finalement engager des réflexions de fond. Donc, voilà. Merci pour cette transition toute trouvée. Donc, effectivement, Gilda, vous travaillez avec TF1 Pub sur cette feuille de route que la régie s'est fixée. Vous accompagnez beaucoup de
d'entreprises. On a vu NC précédemment et d'autres entreprises que nous avons invitées tout au long de cette semaine. Donc, expliquez-nous exactement ce que CDS apporte comme conseil dans le cas de TF1 Publicité. En fait, merci de votre invitation. Je suis ravi de savoir qu'il y a 1500 inscrits à cette conférence. Je me souviens, avant le Grenelle de l'environnement, où on était 12 pelés. Quel chemin parcouru par notre secteur, c'est fantastique. Non, mais c'est fantastique. Donc déjà, je voulais m'en réjouir. On apporte quoi? D'abord, on apporte une vision commune d'un secteur qu'on aime. Moi, j'ai 2 casquettes ce matin. Je suis à la fois conseil en communication plus responsable, parce que CDS, c'est notre métier depuis près de 20 ans. Mais j'ai aussi une casquette de président de la commission RSE du syndicat des agences de communication. Donc, ce que je partage aussi avec le groupe TF1, c'est la conscience d'une énorme responsabilité de la publicité dans la transition écologique. On va revenir après sur le débat de cette convention citoyenne qui se traduit avec débat et difficultés au Parlement en ce moment, mais c'est génial parce qu'on est en train de dire, alors que pendant des années on a dit c'est de la com, c'est de la com, ça veut dire c'est du vent, ça sert à rien. Tout d'un coup on dit mais en fait la communication c'est extrêmement puissant sur les représentations sociales, sur les usages et les comportements. Donc pour le groupe TF1, notre mission consiste d'abord à circonscrire là où on a de la puissance, parce que quelle que soit l'organisation, la marque qu'on accompagne, ce qui est important, c'est de se dire, OK, il y a un point d'appui sur lequel on a vraiment on a levier de transformation. Donc, c'est qualifier un petit peu notre niveau d'ambition, de voir là où on a de l'influence. On a un gros sujet de formation et d'acculturation des équipes, et je dois saluer d'ailleurs dans la régie de TF1 Pub, des jeunes qui ont tous levé le doigt pour y aller, parce qu'en fait, il y a une envie dans la jeune génération d'être contributif à ces sujets-là. Et le cœur du travail, c'est faire de la co-construction avec des parties prenantes internes et externes dans notre chaîne de valeur, c'est-à-dire tous ceux qui font de la recommandation média, les agences médias, mais aussi les annonceurs, mais aussi l'ADEME. C'est d'essayer justement de voir où est-ce qu'on doit essayer d'être le plus transformatif. Et ça nous amène à une question qui est toujours la même pour tout annonceur ou toute organisation, c'est le point de tension dont parlait Sylvia, entre là où je peux bouger les lignes et transformer un petit peu mon modèle, tout en préservant mon business, parce qu'il n'est pas question que ça s'effondre. Je voyais une question qui était vachement intéressante, c'est est-ce que vous refusez des annonceurs qui ne sont pas green? Non, aujourd'hui, je ne vous fais pas un reveal. On va y revenir. Oui, on a un point là-dessus. Voilà. Nous, notre job, c'est de trouver le point d'équilibre qui permette qu'un gros média leader européen comme le groupe TF1 prenne conscience et travaille à ces moyens de valorisation des offres et des services aujourd'hui qui peuvent se substituer pour une transition écologique dans la consommation des Français. Je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de mots, mais c'est à peu près ce que je voulais dire. J'ai juste vu passer une question pour demander concrètement, est-ce que vous mesurez votre impact numérique? Alors, je vais y venir, je vais expliquer. On parle du groupe TF1, donc c'est vraiment tous les impacts à tout niveau. Vous voulez en parler maintenant, Sylvia, ou en fait, on parle d'abord des actions que vous faites justement avec vos clients annonceurs, parce que effectivement, ce genre de démarche globale, elle passe aussi par accompagner un peu tous ces parties prenantes. Donc, vous avez mis en place des actions pour justement accompagner les annonceurs dans leur propre démarche responsable. Alors, il y a des actions pour les annonceurs, mais comme le disait Gilda, il y a aussi des actions pour nous-mêmes. Donc, peut-être, Romain, mettre à l'écran la feuille de route. Alors, ça, ce n'est pas la feuille de route, parce qu'on est en train de terminer avec Gilda. Ce n'est pas la feuille de route, entre guillemets, qu'on va porter auprès du marché. Ça, c'est vraiment notre feuille de route interne qui a déclenché à la fois le fait de collaborer avec CDS et en parallèle de ça, de lancer des travaux pour calculer l'impact carbone des plans médias. Alors, il y avait une question, que ce soit télévision, radio,
et digital. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir le scope des 3 médias. Donc, nous, en termes de feuille de route pour cadrer tous ces sujets, il y a donc, comment on fait pour mesurer concrètement le bilan carbone et nous, notre périmètre de responsabilité, c'est vraiment la diffusion des campagnes. Ce n'est pas le contenu des messages, je vais y revenir. Et donc ça, on a décidé de se faire accompagner par la société EcoAct, donc comme j'entendais Moed NC précédemment. Deuxième point, il y a tout un travail qu'on avait déjà initié, hein, je le redis, avant 2020 sur les offres, mais avec ce prisme-là encore de s'appuyer notamment sur des tiers de confiance ou des tiers, on va dire, qui sont légitimes et crédibles par rapport au sujet. Et à titre d'exemple, on avait monté en 2019 une offre qui s'appelait EcoResponse Ad avec l'ADEME et on poursuit les travaux avec l'ADEME. L'ADEME qui d'ailleurs a été intégré dans nos ateliers de réflexion avec CIDIES. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, par exemple, en 2020, on a lancé un dérivé qui est la publicité solidaire avec Goodit, par exemple. Le troisième point, c'est effectivement inciter les marques. J'ai vu qu'il y avait des questions sur ces points-là, inciter les marques à effectivement mettre en avant, au-delà de leurs engagements, des discours de preuve, des offres, des services qui effectivement démontrent leur engagement sur les enjeux de climat et de transition écologique. Je crois qu'il y a pour moi 2 grandes catégories. Il y a évidemment les annonceurs, on va dire, installés, les corporates qui, eux, ont entre guillemets la ressource pour réinventer leur modèle. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de leur amener des propositions pour les mettre en valeur. Et le deuxième point qui est très important pour moi, au-delà de ces grands annonceurs, on va dire, qui font partie du socle du marché publicitaire, il y a tous les primo-accédants, les SMB, également les jeunes acteurs ou les récents acteurs de la publicité solidaire et circulaire. Et là, je considère qu'en tant que régie, et c'est ce qu'on fait depuis 2020, alors là, la Covid est aussi entrée en jeu, on met en place des dispositifs pour leur permettre de faciliter l'accès aux médias. Et c'est vrai qu'on est, nous, extrêmement soucieux de préserver un équilibre entre petits, moyens et grands annonceurs parce que tout le monde, quelque part, a une offre et un service potentiellement à porter. Pour autant, on ne veut pas rentrer dans le stigmatisme, toi t'es green, toi t'es pas green, c'était une des questions, et qu'on a bien conscience et on est relativement humble et modeste par rapport au sujet, que ça va prendre du temps et que ça doit effectivement, tout le monde doit monter en compétences, et ce serait aussi terrible d'annoncer des offres ou des services alors que ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment être très vigilant et très mesuré par rapport à cela. Et donc, dans notre feuille de route, il y a aussi l'enjeu de se dire, ce thème-là, c'est pas qu'un thème, entre guillemets, qui est une obligation où on doit être très, très sérieux. Il y a aussi un enjeu d'innovation, de créativité. C'est ce qu'on travaille également avec CIDIES, c'est comment mettre en place des offres qui permettent de bien exprimer tout le potentiel et toute la richesse et toute la diversité des différents engagements ou preuves que peuvent avoir les marques aujourd'hui et demain. D'accord, donc j'ai relevé en particulier, vous avez parlé du fait que les offres de TF1 ne concernent pas que les gros annonceurs, comme on pourrait le penser parfois, mais elles s'adressent aussi à des acteurs émergents de l'économie sociale et solidaire. Gildas, là aussi, comment vous aidez votre client à renouveler ses offres commerciales? Bah, c'est tricky, hein, c'est compliqué. Pour tous nos clients, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on a un sentiment, il y a un sentiment de risque. C'est-à-dire quand quand on transforme les offres, surtout alors nous dans le secteur publicitaire qui vient de connaître une année à moins 20. Donc on est dans un. En plus, on essaie de travailler sur un corps malade. Pardon Sylvia, hein, pas d'offense. Mais tout notre secteur, notre filière de la communication, de la publicité et des médias est en grosse souffrance économique. Donc il faut y aller doucement. Mais on essaye effectivement de travailler sur pour être un peu plus didactique, sur deux grands critères. Il y a le critère des formats, c'est-à-dire qu'on va regarder de plus près comment on peut documenter aujourd'hui l'impact environnemental des formats que nous utilisons, et je pense particulièrement au numérique, puisqu'on a de plus en plus de moyens aujourd'hui, des ACV disponibles pour mesurer l'impact
des formats publicitaires. Il y en a qui sont plus énergivores, voire beaucoup plus énergivores que d'autres. Donc, je pense qu'on a une vraie responsabilité à promouvoir, à documenter les annonceurs et à promouvoir des formats qui sont, là c'est de l'éco-conception, qui sont moins énergivores. Et puis, on a le deuxième sujet dont parlait Sylvia à l'instant, qui est comment est-ce qu'on aide à faire émerger davantage à l'antenne ou sur Internet des produits et services qui correspondent à des critères. Et là, on compte beaucoup sur l'ADEME qui nous a déjà bien aidé à mieux caractériser. Après, notre patouille ensemble avec la direction commerciale, c'est voir comment on ne perd pas de valeur, parce que le but du jeu, c'est au contraire de donner de la valeur supplétive à ces marques. Et le but n'est pas de faire des malus, le but est de faire des bonus. Voilà. C'est ça. Alors Pascal, je vois une question sur des exemples d'offres. Oui. Donc pour nous, une de nos offres centrales, Julia vient de le dire, donc c'est cette offre éco-responsable qu'on a menée donc avec l'ADEME. On a retravaillé là pour qu'elle soit encore entre guillemets plus facile d'accès. Donc c'est un système d'écran dédié exclusif où en fait la marque peut mettre en avant sa labellisation et donc expliquer la transparence et l'origine en fait de ces produits. Une deuxième offre, c'est l'offre avec Goodit sur la publicité solidaire, où en fait le fait d'investir en publicité permet que X% de la campagne publicitaire soit reversée à une association, alors qui peut être sur le thème chapeau de la RSE, parce que quelqu'un disait très justement, il ne s'agit pas de maintenant faire que le climat, et puis on oublie la diversité, on oublie l'inclusion, on oublie le handicap, etc. Je ne connais pas cette personne, mais cette question aussi, tellement je voulais raison. rebondir là-dessus. Donc voilà, donc pour nous, il y a évidemment les sujets climat, mais il y a aussi les sujets plus globalement RSE. Donc il y a cette offre solidaire avec Goodit, mais il y a d'autres formats comme par exemple What's Rock qui existe en ce moment sur le marché, alors qui est très digital. Donc Goodit, on l'a adapté en télévision. Et après, il y a vraiment des dispositifs dédiés sur mesure comme les programmes courts qui sont très efficients pour à un moment dans la durée porter effectivement un message de pédagogie éditorialisé par rapport à un secteur donné. Et puis tout simplement, que ce soit chez nous ou ailleurs, des offres de parrainage qui permettent effectivement de s'attacher à des programmes qui portent les sujets. Donc il y a vraiment différents leviers et probablement plein d'idées qu'on n'a pas eu encore, et c'est une des raisons sur lesquelles on travaille avec Gilda. Mais au-delà de cette idée un peu d'opération événementielle qui, moi, ne me satisfait pas complètement, parce que l'idée, c'est pas de faire ça une fois par an, c'est comment on trouve des mécaniques, entre guillemets, industrielles pour favoriser effectivement le fait que les marques mettent davantage en avant et Sandrine parlait tout à l'heure de faire savoir, comment elles font savoir davantage dans le quotidien et non pas dans le déclaratif, mais dans la preuve. Et après, il y a un autre combat, mais qui n'est pas le nôtre directement, mais qu'on aimerait porter, c'est l'enjeu de l'éco-conception des messages publicitaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de traçage officiel au niveau de cette éco-conception des messages publicitaires. La ACC y travaille, et avec le label ACC, ça fait partie des piliers, mais on peut se poser effectivement la question en tant que régie, de se dire à un moment comment on arrive effectivement à mapper où on en est aujourd'hui de l'éco-conception des messages diffusés et quels objectifs effectivement on pourrait construire ensemble raisonnablement dans les années à venir. Très bien. Bon, je pense que donc on a parlé de vos propres actions du TF1 Pub, on a parlé donc de l'accompagnement des clients. C'est bien de parler aussi de toute la filière, hein, parce que finalement, on l'a juste évoqué tout à l'heure avec NC, mais c'est vrai que les actions, elles ne sont pas que individuelles. Il faut aussi qu'il y ait embarquer en fait tous ces concurrents, même à la limite. Donc là aussi, en tant que média leader, TF1, vous avez une responsabilité de rassembler l'interprofession. C'est un peu ce que vous faites, donc je crois, dans le cadre dans le cadre du SRI et puis dans le cadre des interprofessions. SNPTV. Alors, il y a effectivement, en tant que TF1, donc on est à la fois membre du SNPTV, donc sur le syndicat des régies télé, et donc ça, effectivement, il y a un travail conjoint SNPTV, filière de la communication et états généraux pour travailler en ce moment même sur toute la partie, donc le projet de loi climat et résilience qui est en cours de discussion, comme le disait Gilda, et avec effectivement un contrat média-climat qui est porté par un certain nombre de médias. Après, ce contrat média-climat est une ombrelle et chaque média a ses spécificités. Donc, c'est effectivement comment chacun peut nourrir
ce projet Contrat Média Climat, qui en résumé a 3 grands piliers. Un, que les médias s'engagent à accélérer et à davantage porter sur leurs antennes ou dans leurs supports les sujets de transition écologique et d'enjeux climat. Le deuxième point, c'est en tant qu'entreprise et en tant qu'effectivement marque employeur, comment nous-mêmes nous engageons sur effectivement des réductions d'impact carbone et sur tous ces thèmes RSE. Et troisième point, en tant que régie, comment effectivement chacun peut travailler pour faciliter, aider et accompagner les marques qui souhaitent effectivement porter, comme je disais, leurs messages, leurs offres, etc. Au niveau du SRI, nous avons également fait appel à CIDIES en septembre dernier. Décidément, CIDIES est très populaire. Alors, c'est important. Donc, les SRI, c'est le syndicat des régies Internet. Nous fédérons aujourd'hui 27 régies et partenaires. Donc, c'est vraiment, on va dire, une vraie photographie du marché digital français. Et donc, on a décidé de travailler avec CIDIES pour, là encore, construire une feuille de route et travailler dans un sens où tout l'enjeu est de se dire comment on forme et on sensibilise les adhérents, puisqu'on voit bien qu'il y a une hétérogénéité au-delà des effets de taille par rapport au sujet. Donc, il y a un enjeu de mettre tout le monde sur la même ligne, entre guillemets, de départ, même si les départs ne sont pas forcément en même temps. L'essentiel, c'est un moment de partir. Deuxième point, c'est comment on partage les bonnes pratiques avec les adhérents et surtout, comment on définit un socle commun de mesure de l'empreinte carbone des campagnes digitales, ce qui n'est pas un petit sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble ce référentiel. Et après, chacun devra effectivement, en fonction de sa propre feuille de route et son timing, le mettre en place. Sachant que pour nous, il y aura une deadline qui sera un premier jalon à 2025 et un deuxième jalon à 2030. Et puis, le troisième point, parce que c'est le rôle d'une interpro comme le SRO, comme le SNPTV, c'est contribuer au collectif, contribuer au débat, que ce soit les débats publics ou des débats avec le gouvernement ou les citoyens, et puis les débats entre guillemets entre interpros, et puis aussi partager, on va dire, les base cases, parce que ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, en ultra résumé, sachant que le SRI va communiquer d'ici la fin du mois de mars, début avril, sur cette feuille de route en détail. Et donc, on a créé d'ailleurs un programme qui s'appelle SRI engagé pour le climat. Très bien, merci beaucoup. Gilda, vous voulez rebondir un peu Oui, sur… je vais dire juste un mot de conclusion parce que j'imagine votre stress avec la pendule. Non, ça va. Je pense que pour tous ceux qui écoutent et qui s'intéressent au sujet de cette transition écologique dans notre secteur, le plus important, à mes yeux, c'est que l'on sache documenter. C'est-à-dire que, allez, on se donne 1 an, 18 mois, le temps presse, les amis. 2030, c'est demain matin. Donc, que l'on puisse avoir des informations, des indicateurs clairs, vérifiables et vérifiés sur l'empreinte carbone, puisque l'on parle du climat, de l'empreinte carbone, de tous les outils qu'on utilise. Moi, j'ai travaillé aussi avec La Poste, qui est un de mes clients, sur l'analyse du cycle de vie entre le papier et le numérique. On doit savoir le faire dans tous les outils que nous utilisons dans notre marketing au quotidien, de façon à ce que l'on sache avoir des vrais indicateurs, c'est-à-dire on a des indicateurs de performance, on doit rapidement intégrer aussi des indicateurs de performance environnementale et on s'y emploie, c'est le boulot que doit faire toute la filière de façon à ce qu'on calcule les mêmes choux et les mêmes carottes. Parce que si on doit publier dans 1 an ou dans 18 mois les émissions de gaz à effet de serre de la filière communication, il va falloir qu'on ne se trompe pas et qu'on ait bien calculé dans le même périmètre et avec les mêmes outils. Voilà. Oui, et pour conclure, l'autre enjeu au-delà de nous, TF1 Pub, il y a vraiment un enjeu d'interopérabilité entre les différents acteurs de la chaîne et il faut vraiment que dans les prochains mois, ce qu'on fait au niveau du SRI, il faut aussi qu'on s'interface avec l'UDECAM, avec l'Union des marques, évidemment. Et nous, d'ailleurs, on les intègre dans les réflexions avec CIDIES systématiquement et la HCC, bien sûr, parce qu'à la fin de la journée, il faudra quand même qu'on puisse parler le même langage commun et que de nouveau, on ne recrée pas des silos en prenant des méthodes différentes, des outils différents, etc. Donc, l'enjeu du référentiel, l'enjeu des KPI communs est absolument décisif. Et de nouveau, ce n'est pas une question de politique institut personae, mais c'est bien une question de programme et de politique collective. Quelque part, cette logique de coopétition
parce qu'à la fois, voilà, on est régi, on est tous les uns et les autres peut-être un peu concurrents, mais en même temps, là, il va falloir tous aller dans le même sens. Donc ça, c'est un vrai travail et on est assez confiants, je trouve, avec Gilda. On a plutôt des bons accueils dans les ateliers qu'on a pu faire sur cette volonté d'avancer ensemble. Et je trouve que là, peut-être que la Covid, pour le coup, par rapport à la première question, elle est passée par là. Et quelque part, il y aura quand même un héritage positif. C'est peut-être cette volonté d'avancer ensemble. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on rappelle bien que c'est un travail en cours, hein. Voilà, Oui. je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, mais il faut bien comprendre que tout n'est pas encore définitif, hein. Tout est en cours et voilà. Mais il y a beaucoup d'intérêt aussi sur les sujets. On a beaucoup parlé d'environnement, mais évidemment, les questions aussi sociétales en font partie, hein. C'est bien évident que la diversité, l'inclusion font partie aussi de ces sujets de responsabilité. Donc voilà, bon, il y aurait de quoi faire facilement 1 heure hein, sur. Déjà, on a mis 10 minutes de retard au planning, Oui. désolé. On est bavard avec Gilda. Oui, non, mais Mais bien. on est engagé. En même temps, on travaille dessus beaucoup quand même. C'est bien normal. Merci beaucoup Sylvia. Merci. Et à bientôt donc pour À bientôt. suivre la suite de vos travaux. Et Ça marche. Gilda, vous restez avec nous pour la poursuite de la discussion sous la forme d'une table ronde en compagnie de Charlotte Lebuan, directrice marketing France de Henkel Beauty Care. Bonjour Charlotte. Et Sabine Kenborg, directrice générale de l'agence Shortlinks. Elles sont là. Salut Sabine. Bonjour tous les deux, tous les trois. Alors Charlotte, je vais commencer avec vous. Donc, on a parlé avec un acteur du luxe, avec un média. Vous représentez ici une marque de grande consommation. Je rappelle qu'Henkel France, ce sont des marques, en beauté, ce sont des marques comme Diadermine, Schwarzkopf, Vademecum. Au sein du groupe Henkel, donc vous avez créé on peut dire une sorte de start-up de la cosmétique bio, Nae, qui est lancée il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à lancer ce projet de marque bio? Alors, le principal responsable de la création de cette marque bio, c'est le consommateur. Le consommateur, en 2017, il nous a dit stop. À nous, toutes les grandes marques et les grands groupes, il nous a dit stop en hygiène beauté, en commençant tout simplement à nous déconsommer. Et cette déconsommation, si vous voulez, elle venait de la défiance et du manque de confiance qui était en train de progresser, qui est toujours là, qui a d'abord été un sujet sur la composition, bien sûr, hein, de la cosmétique, et qui est devenu au fil des mois également un sujet sur le sens que le consommateur souhaitait donner à sa consommation. Et donc, il voulait des marques plus transparentes et tout simplement plus engagées. Face du coup à ce grand principe de réalité que nous a apporté le consommateur, on s'est bien sûr, nous, hyper motivés, parce que pour moi, c'est le plus grand défi que des marketeurs peuvent vivre. C'est un changement de paradigme total dans l'offre qu'on doit mettre sur le marché. Donc, on s'est lancé dans une grande dynamique de transformation de notre portefeuille de marque vers une démarche de progrès. Et quand on se parle de transformation pure d'un portefeuille de marque, on doit à la fois transformer ce qui existe et on doit amener sur le marché de nouvelles propositions. Et c'est ce qui s'est passé avec la marque Nae qu'on a lancée en 2019, qu'on a travaillé en moins d'1 an avec un principe de capsule. On a appelé ça à l'époque, ça pourrait être une task force. Enfin, c'est un groupe de travail de personnes qui avaient envie de faire bouger les lignes. Je pense que c'est ça qui est très important aussi, c'est de se dire des personnes qui ont appris à faire du marketing traditionnel et qui ont envie de faire du marketing engagé et du marketing plus responsable. Et on s'est lancé dans cette grande aventure et on a fait plusieurs choix. D'abord, on a fait le choix de l'agriculture biologique avec une gamme qui est 100% certifiée bio. Donc, on ne s'est pas dit on lance des références additionnelles de bio sur des grandes marques existantes. On fait vraiment ce choix de l'agriculture biologique. On fait le choix de la production en France. Et ça, pour un grand groupe, c'est une grande étape. On a fait le choix de gammes plus raisonnées. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire lancer de la cosmétique qui peut paraître classique, mais de façon beaucoup plus raisonnée, donc des gammes plus courtes. On arrête de dupliquer des bénéfices, de lancer des tonnes de références avec des promesses qui sont crédibles.
On n'a pas inventé la énième révolution anti-âge avec des bénéfices dans lesquels plus personne ne croit. Et puis, on a proposé aux consommateurs des alternatives à la cosmétique qui sont plus durables, avec de la cosmétique solide, avec des cotons réutilisables pour vous démaquiller. Un ensemble de gestuels qui proposent des alternatives. Et on a un autre point sur lequel je veux vraiment insister, c'est qu'on a fait un choix de parties prenantes très innovantes pour nous, dès le départ, dès le lancement, en se disant, il nous faut des parties prenantes externes qui sont là pour nous challenger, pour nous bousculer et in fine pour nous engager. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré bien sûr Sidiez qui nous a accompagnés dans l'élaboration de notre charte d'engagement. Et cette charte d'engagement, elle est fondamentale parce que c'est vraiment le socle qui nous permet d'avoir une feuille de route claire et de jamais faire d'écart. On a rencontré également via Sidiez Noé, qui est devenu notre partenaire. Noé, qui est une ONG qui milite pour la sauvegarde de la biodiversité, avec qui on mène des projets qui sont très riches de sens pour nous, qui sont très riches de sens pour les collaborateurs également, parce que dans toute cette aventure, ce qui est très important, c'est d'embarquer tout le monde. Et c'est en embarquant tout le monde qu'on fait évoluer une organisation et qu'on fait évoluer la vision et la mission d'une organisation. Et je terminerai en vous disant 2 mots, c'est que cette approche, elle est couronnée de succès aujourd'hui. Et c'est certainement ça qui nous portera encore plus loin. Aujourd'hui, Naé, c'est en 2 ans la 2e marque bio d'hygiène beauté dans le circuit de la grande consommation. On a 3 millions de consommateurs à l'heure où je vous parle qui nous achètent et qui consomment la marque Naé. Et c'est une fierté absolument immense et totale pour notre organisation d'avoir réussi à porter, comme vous l'avez dit en introduction, un peu cette start-up. Et plus que start-up, j'ai envie de dire, ce nouveau mode de pensée, cette nouvelle façon d'envisager et de vouloir faire notre métier. Donc, vous êtes la 2e marque bio en GMS. Derrière Ouais. qui, on a envie de dire? Ensuite, on a envie de Derrière savoir. Sobio de Léa Nature, là qui sont les précurseurs et qui sont aujourd'hui, qui font figure de référence absolue. Mmh. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est une percée impressionnante à un moment où il y a eu d'autres lancements en bio d'ailleurs. Donc, et aussi, je relève ce que vous avez dit sur le fait d'être en partenariat avec une ONG. Ça, dans le cadre de notre thème de faire une marque, comment construire une marque plus responsable. C'est vrai qu'on a vu avec Andy aussi qui fait des partenariats pour la reforestation. C'est vraiment, ça participe, c'est un peu les choses à relever sur les constantes dans ce type de marque, c'est d'avoir des partenariats extérieurs. Tout à fait. Vous avez en fait là une double dimension, je dirais. Vous avez la dimension où c'est important de se dire qu'à un moment donné, on fait du mécénat parce qu'on se doit de rendre à la nature finalement ce qu'on lui prend également. Mais c'est, je pense, des projets montés avec ce type de parties prenantes qui sont hyper forts parce qu'ils font évoluer tout le monde dans la façon d'envisager les choses. Oui, c'est cette démarche de co-construction finalement, de Exactement. co-création aussi. Alors, justement, Gilda, vous avez donc accompagné Henkel dans ce lancement. Alors, on a parlé de marques justement très anciennes comme NC, mais là, c'est une marque vraiment créée de toutes pièces. Donc, on peut imaginer que c'est plus facile de lancer une nouvelle marque que de transformer une marque existante. Alors bon, un peu d'humilité, hein. Moi, je suis conseiller en communication, hein. Je n'ai pas choisi les ingrédients. Non, mais, alors, on parle de en fait, communication, en effet. Ce qui est très intéressant dans la collaboration qu'on a avec Henkel depuis des années, c'est que c'est un portefeuille de marques large. On a cité, vous avez cité Diedermine tout à l'heure, Pascal. Je me souviens plus. Je crois que ça a 120 ans, Diedermine. Donc je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment une équipe, une entreprise peut appréhender à la fois un lancement de produit qui répond, ce que Charlotte racontait, à une attente très puissante qui a émergé chez les consommateurs et qui essaye de faire le meilleur produit du monde, en fait, c'est-à-dire qui essaye de tout cocher. Donc, c'est à la fois facile, si tant est que l'entreprise accepte de mettre ses investissements et de faire le pari de la marque en question. Mais ce qui est passionnant, c'est que de voir comment est-ce que cette initiative nous permet de sourcer l'amélioration et la transformation des autres marques du portefeuille. Ça, je trouve que c'est une expérience formidable. Charlotte l'a dit rapidement, mais
c'est comme on travaille en équipe, c'est la façon dont, justement, d'une sous-équipe à l'autre, on peut s'influencer. Je vois dans les questions qui sont posées, qui parlent à la fois du pack, mais qui parlent des ingrédients. J'ai vu sur les tests sur les animaux, etc. Il y a plein de questions. Il y a une espèce de synergie et d'énergie collective à bouger. Et puis, pour ne pas prendre trop de temps, ce qui est très intéressant aussi, et ce qui est pour moi une leçon à chaque fois dans ces transformations de marque, c'est le courage. C'est toujours un risque. C'est toujours un risque de lancer une marque. C'est toujours un risque de transformer un pack. Je pensais à Sandrine Sommer chez Guerlain, où tout d'un coup, l'orchidée impériale à 400 €, on a, après éco-conception, diminué la surface et le poids du pot de quasiment de plus de 50%. Qu'est-ce que ça dit au consommateur? Ça lui renvoie quoi? Donc, il y a toujours une prise de risque de se dire, est-ce que la prise en main sera la même? Et chez Naé, le sujet que je défends beaucoup du shampoing solide, c'est pas le même volume dans le rayon, et puis on en achète 2 fois moins, donc c'est pas la même rétribution pour le retailer. Donc c'est du risque, et à la fois c'est du risque qui paye en termes de business, qui gagne des parts de marché et qui crée de la valeur pour l'entreprise. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que moi c'est un bonheur de voir quand ces transformations rencontrent l'assentiment de nos consommateurs. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets concrets, la réduction des packaging, etc. Mais Charlotte, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le fait? Est-ce que vous pensez que, parce que vous avez créé Naé, voilà, dans cette espèce de task force, est-ce que ça peut être je suis un communicant, donc je dis que ça s'écrit N-A-E, hein. Il n'y a pas de H. Oui. Bah, c'est encore une marque jeune, donc tout le monde ne connaît pas. Tout à fait, tout à fait. On peut rappeler d'ailleurs l'origine du nom éventuellement. Mais voilà, est-ce que vous pensez que ça a aussi été lancé pour servir de laboratoire pour la transformation des autres marques du groupe? Oui, bien sûr, nous, c'est clairement notre laboratoire, et l'équipe Naé, elle est toujours consultée, en fait, quand on se lance dans de nouveaux projets. C'est un peu notre garde-fou, et si vous voulez, on s'oblige à ne pas réfléchir comme on a pu le faire par le passé. Je peux vous donner un exemple très simple. Quand on fait de la promotion en grande consommation, on fait de la promotion. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de ce circuit. Naé, on s'interdit de faire des murs de promotion, vous voyez, des murs avec des volumes de promotion énormes, tout simplement parce qu'on veut de la consommation qui est raisonnée, on veut pas de profusion. Et ça, en fait, quand vous arrivez à convaincre un distributeur que, in fine, il est gagnant parce qu'il va quand même en avoir vendu davantage, parce qu'il va avoir vidé son mur plutôt que d'avoir gardé son mur à demi rempli de produits totalement, qui donnent une vision totalement démesurée des choses. Et puis les hypermarchés, on sait très bien que c'est plus le modèle de consommation de demain. Donc c'est accompagner en fait le distributeur dans toute cette démarche de réflexion et de transformation. Et comme l'a dit Gilda tout à l'heure avec le principe de la cosmétique solide, la création de valeur, elle se fait à la fois pour le distributeur et pour l'industriel. Et cette création de valeur, in fine, elle est dans la salle de bain du consommateur qui, lui, a donné du sens à ce qu'il venait d'acheter. C'est un triptyque vertueux pour moi. Et c'est l'enseignement que Naé nous apporte, et le distributeur est tout à fait en ligne avec ce schéma. D'accord. Donc, on reviendra, hein. Il y a beaucoup de questions. Donc, encore une fois, il faudrait 1 heure pour chaque sujet. Mais je voulais quand même passer la parole aussi à Sabine Kenborg. Donc, vous êtes directrice générale de l'agence de communication Shortlinks et responsable RSE du groupe Team Créatif, qui est spécialisé en branding packaging. Vous accompagnez notamment de grandes marques de l'agroalimentaire comme Lactel et Bonduelle. Alors, vous me disiez, quand on préparait cette conférence, que vous n'aviez jamais eu autant de demandes pour des marques qui souhaitent définir leur raison d'être, et en particulier pendant l'année Covid. Alors, qu'est-ce qu'elles vous demandent exactement, et quelles sont vos préconisations pour justement les aider à formaliser leurs engagements? Bonjour, merci Pascal, et merci à Charlotte et Gildas pour cette arche de Naé qui nous a fait éviter le déluge. En tout cas, oui, bien sûr, toutes les agences aujourd'hui de communication et les agences de design que nous sommes, puisque c'est notre métier fondateur chez Team Creative Group, sont confrontées
à ces questions qui sont avant tout environnementales et sociales, et qu'aujourd'hui on définit par cette raison d'être, qui est une belle expression qui fait peur. Alors, on n'est pas obligé de devenir Martin Luther King du jour au lendemain. Et en même temps, attention à ne pas réduire la raison d'être à une greffe, mais à bien le mettre dans le cœur du réacteur de l'entreprise et de ses marques. Donc, nous, notre boulot va consister à aider les entreprises à être alignées avec leur vérité. Le pire, avec cette histoire de raison d'être, c'est d'être à côté de ce dont on vient, notre histoire, notre ADN, ce qui est acceptable pour l'interne aussi, et ce qui doit nous conduire vers des lendemains plus humains, plus responsables, pas forcément 100% responsables, mais plus responsables. Je cite Gilda, puisque nous avons eu cette discussion. Donc, la première chose à faire, ce qu'on fait chez Team Creative Group, c'est de travailler sur un audit et des ateliers. Beaucoup d'écoute, travailler sur les insights, écouter les gens dans l'entreprise, dans les différents services, se connecter avec la réalité. Et réfléchir évidemment à la fois aux preuves existantes et aux preuves à construire pour définir ce plan d'action qui va de l'éco-design à la communication responsable et bien sûr au structural design, donc dans le groupe, que ce soit chez Team Creative ou chez Market Value sur la partie retail, on a évidemment des activités très investies sur ce qu'on appelle l'éco-design. Après cette phase d'audit, on va rentrer dans une phase dite de construction, de récit de marque et d'entreprise. Donc, la narration, elle est au cœur de tous les sujets RSE, raison d'être, récit, manifesto, quelles sont les sphères narratives en communication interne, en communication externe, avant même de parler de la mise en œuvre, qui est cette fameuse raison d'agir. Donc, on peut parler de la raison d'être à la raison d'agir, qui elle-même consiste à implémenter, que ce soit en branding, en packaging, en digital, en communication, comment cette narration va être amenée à vivre sur les supports et les médias et tous les points de contact de la marque, interne et externe, avec cette fondation à laquelle nous croyons tous ici autour de la table, qui est d'être aligné avec sa vérité. Ça, c'est extrêmement important de l'intégrer dès le départ dans la réflexion. Donc voilà pour... Alors, expliquez par exemple, avec ce que vous avez fait avec Bonduelle, par exemple, on va expliquer avec un cas client. Oui, pour Lactel aussi, on travaille sur une raison d'être autour, bon, vous connaissez l'essentiel est dans Lactel, qui est le fond de leur, qui est un point de départ dans leur communication publicitaire, qui nous a amené à travailler sur la raison d'être autour de l'essentialité de leur filière, de leur impact auprès des populations, la nutrition à travers le lait, et bien sûr la partie plus industrielle. Donc, on travaille autour d'un programme qui s'appelle « Faire grandir ce qui est essentiel », avec une structuration de différents types d'actions, de type, alors je cite quelques exemples, on a créé une fondation pour permettre aux familles en situation de précarité au sein desquelles les petits déjeuners sont insuffisants. Il y a un enfant sur 4 aujourd'hui en France qui ne prend pas de petit déjeuner. C'est vrai que de les accompagner, alors en partenariat avec le Secours populaire, permet de faire de la pédagogie positive autour d'une alimentation équilibrée. On peut discuter des bienfaits du lait, il y a beaucoup de mouvements anti-lait aussi, mais ce n'est pas le propos dans cette action. On travaille aussi sur des actions de communication et d'activation avec Lactel autour du recyclage des bouteilles. Les bouteilles ont été conçues dans une recyclabilité totale, mais seuls 30% des bouteilles de lait sont recyclées aujourd'hui.
alors qu'elles sont intégralement recyclables. Il y a des gens qui vont mettre le bouchon dans un endroit, la bouteille dans l'autre, et puis l'opercule en aluminium dans la poubelle standard. Donc, ce sont des petites choses, mais c'est au travers de ces petites choses qu'on avance sur les discours de preuve. Pour ce qui est de Bonduelle, on travaille leur récit RSE autour d'un programme qui s'appelle, qu'on a nommé Bipact, donc avec, pareil, un récit autour de 3 sphères que sont la planète, la nutrition et les familles, les individus. Bon, vous savez que la consommation de légumes en France est très insuffisante. Donc, la façon dont on va adresser les consommateurs, les familles avec enfants, la façon dont l'interne va être impliqué dans ces projets revêt une grande importance pour des entreprises de ce type. D'accord. Ok, bon, on va revenir sur l'interne aussi, c'est un point important dans la transformation des entreprises. Je voulais vous interroger quand même, profiter que vous êtes là pour souligner que vous êtes engagé dans une démarche de certification Bicorp. Bon, CIDIES est déjà Bicorp, mais vous êtes récemment engagé dans ce plan. Expliquez exactement de quoi il s'agit et en quoi ça peut être un avantage compétitif pour être référencé par certains clients. Oui, bien sûr. Bicorp, donc Business for Good, réconcilier Good Business et Business for Good, c'est une démarche au départ anglo-saxonne, donc qui consiste là aussi à réconcilier le lucratif et le non lucratif. En France, on est très manichéen, donc on a le sentiment que ça s'oppose. Ce qui est très intéressant avec la démarche Bicorp, c'est qu'elle structure notre désir de mieux faire et on s'aperçoit dans cette démarche qui est progressive, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Bicorp s'appuie sur un nombre de points à obtenir. Donc, je crois que le maximum, c'est 200 points. Mais pour être certifié, il faut 80 points. Donc, on est vraiment dans une démarche de progrès avec un renouvellement annuel et des questions qui vont interroger l'interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de parité? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre impact carbone? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir notre filière? Donc, bien sûr, la responsabilité, elle est d'abord interne et on croit bien faire et on s'aperçoit dans une démarche de certification qu'on peut mieux faire. Et puis, bien sûr, ça nous guide aussi dans les démarches de communication et de design auprès de nos clients. Certains sont déjà certifiés Bicorp, donc on rentre aussi dans une communauté quand on est certifié Bicorp. Donc, c'est à la fois très inward et outward comme démarche. Mais c'est très structurant et c'est très accessible. Il faut juste une bonne équipe. Je sais qu'ils sont là derrière, une bonne équipe qui travaille assidûment pour collecter et transformer en interne aussi des comportements au quotidien. Ouais. C'est ça. Ginda, vous voulez ajouter des choses sur le Bicorp? Vous êtes Bicorp depuis 3 ans et entreprise à mission. On est Bicorp parce que comme CIDIES a une singularité depuis très longtemps, on est engagé sur ces sujets de la transition et donc à chaque fois on essaye de voir, de rentrer dans le champ, de tester ces différentes lectures de performance sociale et environnementale et c'est un mouvement qui est très intéressant parce qu'il est très marketé. Je voudrais juste réagir à ce que je viens de voir sur le chat. C'est bien pour la confiance des consommateurs. Alors là, tout d'un coup, je mets ma casquette corporatiste en disant un produit n'est pas Bicorp. Bicorp, c'est un label de gouvernance. C'est le large de la vision et de la gouvernance de l'entreprise. Donc, il y a eu beaucoup de débats. Ça n'a aucune raison d'arriver sur un pack. Mais à la fois, alors je corrige un peu mon propos, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent acheter des bons produits à des bonnes personnes. Donc, ça participe du deuxième champ, c'est-à-dire j'achète un produit qui est clean,
mais je veux être certain que les gens qui l'ont fabriqué l'ont fait dans de bonnes conditions, etc. Donc, mais juste attention, c'est pas un label qu'on met en France vers le consommateur. Moi, pas un label éco-cert. Je garde du coup en 2 minutes ma casquette corporatiste, corporate, en tant que patron de la commission RSE de la ACC, où j'ai la joie d'avoir Sabine dans nos travaux. On a créé, il y a 3 ans et demi, un référentiel pour les agences conseils en communication qui s'appelle RSE Agence Active. Sylvia faisait référence tout à l'heure, qui vraiment mesure l'impact social et environnemental dans le métier de la communication. C'est-à-dire qu'il va mesurer le fait que chez Sidiez, on ait un compost, on s'en fout en fait en termes d'impact, c'est pas très grave. En revanche, que nos collaborateurs soient formés à l'impact que l'on peut avoir par une création publicitaire, ça c'est vraiment important. Donc ce sont des critères tangibles dans lesquels aujourd'hui il y a plus de 40 agences qui sont labellisées et qui a de plus en plus de succès. Donc je le dis pour les agences qui nous écoutent, qui sont dans le chat là, renseignez-vous. Il a pendant été 2 ans réservé aux agences adhérentes de la ACC. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences de l'extérieur qui sont en train de solliciter pour rentrer dans ce référentiel. Et quand on est un annonceur et qu'on veut faire des achats responsables, s'inscrire dans le long terme avec une agence que l'on a d'abord qualifiée aussi pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale, c'est bien. Ça s'appelle RSE Agence Active. Fin de ma publicité. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être un avantage compétitif aussi, sans parler mais ça doit absolument. Sans parler d'opportunisme. Mais les médias doivent y contribuer, les pouvoirs publics, les AO publics doivent y contribuer. Dans les discussions qu'on a dans les différentes auditions pour cette loi climat et résilience, moi je l'ai dit, on a besoin évidemment que le marché soit drivé par des valeurs qui sont aussi des valeurs d'engagement et de transformation de la gouvernance de nos entreprises. Donc oui, c'est un avantage concurrentiel. On va être mieux servi par des agences conseils en communication qui sont rentrées dans une démarche de responsabilité plutôt que par une agence qui est uniquement drivée par son business. Il y a quelques preuves dans l'actualité récente. Oui, et je crois qu'on peut, pour compléter ce que tu dis, on peut tous considérer que nous sommes des pollinisateurs très imparfaits, mais certains plus parfaits que d'autres, mais qu'on tend tous aussi à se nourrir mutuellement et à se féconder. Agences, annonceurs, prestataires, internes, externes, arrêtons d'opposer, réconcilions toutes les parties prenantes, parce que c'est ensemble qu'on réussira par des effets de synergie cette transformation. C'est vrai que ce que je voulais dire, c'est aussi que les annonceurs qui sont eux-mêmes dans cette démarche, ils veulent travailler avec des partenaires et en particulier des agences qui sont aussi engagées. Donc, en faisant cette démarche, on est aussi référencé par certains annonceurs. Donc, c'est un cercle vertueux. Et puis, engagé avec le sens des réalités, c'est-à-dire quand même engagé avec le sens des réalités, avec un pragmatisme qui correspond à leur réalité, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété aussi dans les entreprises aujourd'hui sur leur capacité à mener cette transformation. Comme le disait Gilda tout à l'heure, 2030, c'est demain. Le zéro carbone, mais les mecs se disent, mais je vais jamais y arriver, quoi. C'est complètement dingue. Et mon gamin n'aura pas 30 ans. Voilà. Et je ne sais pas l'âge de vos gamins, mais voilà. Donc, on a intérêt à accélérer. C'est une motivation, oui. Meilleur. Comment? Et c'est ensemble qu'on sera meilleur, c'est pas en opposant. Oui, voilà, ça je pense qu'on l'a bien rappelé toute cette matinée. Justement, je voulais quand même qu'on aborde l'aspect aussi marque employeur dans cet aspect de transformation des marques. C'est vrai que le fait de mettre en avant ces engagements, ça ne peut s'appuyer que sur l'interne, mais c'est aussi un outil de recrutement, de fidélisation des équipes. Enfin, je pense que c'est intéressant de dire un point là-dessus. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce sujet, mais Charlotte. Oui, bien sûr. Tout simplement, quand vous avez un consommateur qui veut changer sa façon de consommer, qui veut plus de sens dans ce qu'il consomme, il veut évidemment plus de sens dans sa journée et là où il va travailler. Le
consommateur citoyen, c'est aussi un salarié. Et du coup, forcément, montrer qu'on entre dans une dynamique de transformation, de transition et qu'on est animé par une démarche de progrès, c'est autant d'arguments pour des potentiels recrutements et la marque employeur en général. Et je dirais que ça doit être le cœur de nos stratégies de marque employeur demain quand on est un grand groupe. Moi, je suis dans un grand groupe, Henkel, qui n'a pas une image forcément très claire en plus à part le côté lessivier grand groupe, et c'est une vraie valeur ajoutée dans nos stratégies marque employeur pour demain. Je sais pas, Sabine, Gilda aussi sur l'aspect, les équipes, je pense que c'est aussi une petite motivation quelque part. Elles ont envie. Je laisse Sabine répondre. C'est vrai que je me régale à lire les questions du chat. Et je trouve ça super. Voilà. Donc, je suis un peu décalé. D'accord. Non, mais moi j'ai envie de dire, on a tous envie. De toute façon, qui n'a pas envie de se sortir de ce merdier? On a tous envie. On doit trouver sa façon, sa vérité, participer à des conférences comme celle-là, aller à la CC ou à l'Union des annonceurs, discuter, échanger, se féconder mutuellement, parce que il n'y a pas un monde des méchants et un monde des gentils. Il n'y a pas l'interne qui voudrait, les jeunes qui voudraient et les vieux qui ne voudraient pas, les actionnaires. Je voyais des questions sur les actionnaires. De toute façon, nous sommes tous des êtres très ambivalents. Il faut du courage, il faut vivre cette période de transition, mais regardez ce qu'on est capable de faire depuis un an. Donc, en fait, on est capable de plein de trucs. Et créer du dialogue et de l'échange pour fabriquer cette résilience, au fond, dont vous parlez tous. C'est vrai que l'aspect humain, c'est aussi, bon là, voilà, en ce moment, il y a eu beaucoup aussi de révélations sur le fonctionnement interne des agents. Enfin, finalement, quand on parle de responsabilité, de RSE, ça passe par tout, quoi. Ça passe par aussi l'égalité homme-femme, le respect des salariés. Le harcèlement, le burn-out, le handicap, la diversité à l'écran et l'inclusion sociale dans nos entreprises. Oui, on a du boulot. Ouais. C'est ça. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes. J'ai vu passer, il y a beaucoup de questions sur le bien-être animal, parce que c'est un gros sujet aussi RSE. Hein, des fois, même dans les cosmétiques, ça passe même avant le bien-être des humains, des fois. Mais par exemple, il y a eu des questions sur la question des tests sur les animaux dans les cosmétiques. Elle revient régulièrement. Mais est-ce que, Charlotte, vous avez été beaucoup confrontée à ces questions-là? Enfin, ça participe aussi de votre démarche? Oui, tout à fait. Et en fait, ce que les consommateurs ne savent pas en général, c'est que le test sur les animaux est interdit en Europe. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on vend un produit sur d'autres marchés, historiquement le marché chinois, même si la régulation en Chine a évolué, là, les produits, pour être référencés dans ces marchés-là, doivent être testés sur des animaux. Donc nous, en tout cas moi, mon portefeuille de marque avec mes productions européennes, il est exclusivement développé en Europe et non testé sur les animaux. Et il y a effectivement ce label vegan qui apparaît pour apporter de la réassurance, mais qui ne traite pas tellement le sujet de cruelty free, puisque on a une démarche chez Henkel où on refuse de soutenir des allégations qui sont réglementées, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on est non testé sur les animaux, alors qu'on a l'obligation de ne pas être testé sur les animaux pour être mis sur le marché européen. Donc effectivement, c'est des sujets qui, je pense que ça illustre bien toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Il y a une forte dualité toujours dans ces sujets. Il y a un ensemble de réponses. Je pense que le gros enjeu, c'est d'avoir la réponse la plus transparente et la plus honnête possible. C'est ça. Et puis bon, il y avait les questions aussi sur les actionnaires. Bon là, ça nous amène loin, mais on aura.
Ouais, On a, oui, bien sûr, c'est ça la supplément, question sous-jacente. on a un supplément RSE là, qui sort aussi cette semaine, parce que c'est vraiment la grande semaine de la RSE à stratégie, dans laquelle forcément on aborde la question de Danone. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce mouvement qui va vers des entreprises, justement, suite à la loi Pacte aussi, des entreprises qui ont une action sur la société. Et en même temps, toujours des freins et des résistances de l'entreprise classique. Hein. Finalement, on est. Voilà, mais ça n'empêche pas de continuer à agir. Au final, donc voilà, on a essayé de couvrir un peu ce sujet de comment rendre sa marque plus responsable. Il y a eu beaucoup de critiques de la communication de ces derniers temps, voilà, dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat notamment, et de la loi climat et résilience qui a quelques articles qui concernent la communication, mais finalement, on pourrait conclure que voilà, la communication est très critiquée, mais elle a aussi un pouvoir d'influence qui peut permettre de diffuser des bons messages et des bonnes pratiques. C'est à cette question qu'il nous faut répondre. Est-ce que nous sommes alliés ou non de la transition? Voilà, c'est le choix de notre génération et puis de la génération qui arrive. Si on n'est pas utile à cette transition, on n'y arrivera pas. Donc oui, ce que font ces marques en substituant des nouveaux produits et de nouveaux services, c'est absolument essentiel. Et puis à nous de convaincre les consommateurs. Ce que n'a pas dit Charlotte, qui est un point important aussi pour moi, c'est l'usage. Quand dans le marketing, je ne sais pas si tu veux le dire, Charlotte, mais dans le marketing, dans les représentations, le fait qu'on arrête de mettre du dentifrice dégoulinant le long de la brosse à dents et qu'on en mette une noix parce que ça suffit pour se laver les dents, c'est changer les représentations et c'est participer à un imaginaire, à un modèle un peu plus sobre, parce que finalement, on a des produits qui marchent très bien et qu'il faut qualifier, et le consommateur nous en sait gré. Et je pense que dans le succès des marques qui parlent de cette intelligence-là du consommateur, c'est-à-dire je vous aide à avoir un usage distinct par rapport au produit, forcément, on crée une autre relation que quand on essaie de le gaver. Et là, on a une responsabilité qui est énorme puisqu'on a entretenu effectivement ces images publicitaires pendant des années et maintenant, il faut les déconstruire au service d'une consommation plus raisonnable et raisonnée. Mais du coup, c'est passionnant aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos témoignages. Je sais que ça passionne beaucoup et je remercie aussi ceux qui nous ont suivis pour leur écoute active et leurs questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Puis je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième journée de cette semaine consacrée à la communication responsable, que j'aurai le plaisir d'animer à nouveau. Et il sera par question cette fois de publicité bas carbone. Merci. Bonne journée à tous. Merci Pascal. Merci. Merci Pascal. Bonne journée. Charlotte. Salut. Bonne journée, salut. Au revoir.